À la mort de son animal, comment s'organiser ? Un podcast proposé par Estima, pompe funèbre animalière. Perdre un animal, c'est perdre un proche. La phase de deuil, aussi dure soit-elle, devra démarrer par des démarches administratives, des choix à faire. Si l'accompagnement existe, il n'est pas forcément facile de savoir vers quelle structure se tourner et quels seront les éléments à fournir, les choix à opérer. Dans ce premier podcast, proposé par Estima, nous allons tenter de répondre à cette question ô combien importante chez les propriétaires d'animaux. Face à la mort de son animal, comment s'organiser ? Nous essayerons donc aujourd'hui de vous éclairer sur les premières démarches à effectuer après le décès de son animal, les différentes solutions funéraires qui existent et enfin nous donnerons quelques clés sur la gestion du deuil face à toutes ces procédures. Pour en parler avec moi aujourd'hui, nous avons réuni un panel de spécialistes et des propriétaires d'animaux ayant connu ou se préparant à connaître le deuil. Car c'est un fait, en général, votre animal vit moins longtemps que vous, d'où l'importance de se préparer. Pour m'accompagner dans ce premier numéro, elle sera aujourd'hui la caution vétérinaire et donc l'un des premiers accompagnants après la perte de son animal. Il s'agit de Marie Cibaud. Bonjour Marie. Bonjour Thomas. Elle est membre de l'équipe Estima, hôtesse d'accueil funéraire au crématorium de Beauvois et donc directement liée au sujet, c'est Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Thomas. Nous recevons également deux propriétaires d'animaux qui enrichiront le débat. L'un qui déjà a justement dû gérer la perte de son animal, de ses animaux même. Il s'agit de William Lefebvre. Bonjour William. Bonjour Thomas. Et enfin, propriétaire de plusieurs animaux, elle se pose de nombreuses questions sur le sujet, n'ayant jamais dû traverser cette épreuve. Il s'agit de Julie Camélia. Bonjour Julie. Bonjour Thomas. Et nous allons démarrer le sujet sur le moment juste après la perte de l'animal. On le sait, souvent, on subit ça de chez soi ou directement avec le vétérinaire dans le cas d'une euthanasie ou d'une fin de vie qui se passe chez le vétérinaire. Donc Marie Cibaud, votre avis sera très intéressant sur le sujet. Je vous laisse d'abord peut-être vous présenter, Marie. Alors bonjour, je m'appelle en effet Marie Cibaud, je suis vétérinaire en Bretagne. J'exerce dans une clinique vétérinaire pour animaux de compagnie type chien, chat et puis un petit peu de lapin, cochon d'Inde, etc. En tout cas, je fais pas de gros animaux de rente. Évidemment, dans notre pratique quotidienne, faire face à la fin de vie des animaux domestiques, c'est régulier et les discussions autour des fins de vie aussi. Et bien sûr, nous pratiquons aussi régulièrement des euthanasies. Et c'est un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur parce que je pense que si on mène ces phases importantes de vie et de fin de vie dans une ambiance, je dirais, plutôt sereine, avec des choix réfléchis, ça permet un bien-être, je sais pas si je peux dire ça, mais en tout cas quelque chose une confiance ou un moment plus apaisé pour l'animal en premier, c'est le plus important, pour sa famille qui l'accompagne et qui a toujours vécu avec cet animal-là, mais aussi pour l'équipe vétérinaire. Et c'est pour ça que moi je me suis vraiment penchée sur la question au sein de mes structures vétérinaires pour vraiment essayer de faire travailler autour de cela et on a même créé un service de fin de vie chez nous. Et c'est un service qui prend forme comment ? C'est des discussions, des groupes de discussion ? Alors on a d'abord fait en effet un groupe de discussion, un groupe de travail au sein de notre clinique à plusieurs en fait, plusieurs vétos et plusieurs assistantes vétérinaires pour réfléchir autour de ces thématiques et comment faire pour améliorer nos prises en charge en fait. Et après concrètement comment ça se passe aujourd'hui, on a plein de petits outils mis à notre disposition et à la disposition des propriétaires d'animaux en fin de vie pour les amener à faire des choix importants et les meilleurs choix pour eux, pour leur animal. Et ça amène une certaine sérénité en fait sur ces consultations-là, même au sein de l'équipe. Parce que justement, vous qui êtes confronté à ça, vous voyez partir l'animal du propriétaire ou de la famille. À quel moment vous commencez à évoquer ce sujet-là, des démarches et des choix à faire ? Alors ça, c'est une bonne question parce que on se dit que souvent c'est difficile d'aborder ces questions-là avant justement, par exemple, l'acte d'euthanasie ou le décès. Et en fait, je pense que c'est vraiment important au final d'aborder ces questions-là en amont. Peut-être pas des années avant, mais notamment quand on annonce par exemple une maladie incurable ou un pronostic vital engagé, ou même un animal qui commence à vieillir, où le propriétaire nous rapporte qu'il ralentit un petit peu au niveau de son rythme de vie, etc. En tout cas, dès qu'il y a des petits signes d'appel comme ça, je pense que c'est important pour le vétérinaire de commencer à en parler doucement et de
préparer le propriétaire ou en tout cas de lui faire comprendre que ça peut être intéressant de réfléchir à tout ça en amont. Et mieux on est préparé, mieux on s'est posé les bonnes questions en tant que propriétaire, il me semble. En fait, c'est presque rendre la famille et les propriétaires acteurs de cet accompagnement qu'ils vont avoir pour leur animal qui les a si bien accompagnés, lui, pendant toute leur vie. Et je l'ai dit un peu de manière naïve au début de ce podcast. Finalement, c'est la logique des choses. On a un animal, son temps de vie est plus court que le nôtre. Donc ça va forcément, normalement, arriver, c'est ce moment de gestion du deuil et de la mort de son compagnon. Je voulais justement savoir si les gens, vous parlez de faire un travail préventif, est-ce que vous sentez que les gens sont renseignés ou au contraire, vous voyez beaucoup d'absence de lacunes sur le sujet? Oui, je pense qu'ils sont souvent démunis, en fait, face à ces questions. Et en effet, comme vous le disiez au départ, je pense qu'on a une grande part, en tant que vétérinaire, d'essayer que justement ces personnes-là aient des réponses à leurs questions. C'est un sujet qui est un peu tabou, en plus, on n'ose pas en parler. On a parfois pas envie d'en parler avant que notre animal aille très mal parce qu'on n'a pas envie de se projeter, alors qu'encore une fois, je pense que c'est quand même important. Et nous, en fait, en tant qu'équipe vétérinaire, on essaye de le faire. On a créé, par exemple, des petits supports, des livrets explicatifs de comment peut se passer une euthanasie chez nous. Le devenir du corps, on en parlera probablement après, mais voilà. Et aussi, comment se passe un deuil, avec quels outils on peut être accompagné. Et après, d'un point de vue plus concret, nous, par exemple, en clinique, on leur dit qu'ils peuvent déjà se projeter. En fait, presque tout est inimaginable chez nous. Par exemple, si je parle de l'acte d'euthanasie, qui est avant... un animal peut mourir à la maison, mais si le choix est fait de l'euthanasie en clinique, eh ben on leur dit comment vous voyez les choses, en fait. Et on peut en discuter, et après on voit ce qui est possible de faire ou pas. Et il y a des choses qu'on est obligé de faire, nous, de poser un cathéter dans la veine, de faire une prémédication et ensuite pousser un produit qui va arrêter le cœur de son animal. Mais si vous voulez que ça soit fait en extérieur, dans un petit jardin, chez vous, en clinique, mais dans son panier, dans vos bras, enfin tout ça, c'est des choses qui peuvent être imaginées. Le corps, ensuite, on le met dans une housse mortuaire. Ça m'arrive souvent, moi, de remettre la housse mortuaire quelques jours, parfois quelques semaines avant le décès de l'animal, à la famille. Et des fois, les gens reviennent avec ces housses qui sont magnifiquement décorées, avec des dessins, des mots qui sont faits sur la housse. Et rien que ça, alors déjà, moi, je trouve ça superbe. Des fois, c'est vraiment très, très beau ce qu'ils font, les enfants ou même les adultes, sur ces housses. Et c'est déjà un acte d'engagement de leur part, en fait, un premier une préparation. Rituel ou une première commémoration, en fait, qu'ils font sur cette housse qui va accompagner le corps de leur animal décédé. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça à faire. Je vais peut-être pas tout vous décrire, mais en tout cas, le principal, c'est vraiment, je trouve, qu'il y a un engagement de la part du propriétaire et qu'il se trouve acteur, parce que souvent, en fait, ils ont l'impression d'être passifs par rapport à cet acte-là qui est difficile. L'euthanasie, on la pratique que chez les animaux domestiques, on la pratique pas chez l'homme aujourd'hui en France, et ça peut paraître agressif et dur, et c'est dur d'ailleurs, c'est des moments qui sont très durs, mais si c'est fait avec un accompagnement serein et apaisé, souvent ça aide même dans le processus de deuil, quoi. Et avant de vous redonner la parole, je vais donner la parole à Sophie, donc hôtesse d'accueil chez Estima. Avant de savoir quelles sont les obligations légales autour de la mort de son animal, est-ce que vous trouvez que votre travail accompagne celui du vétérinaire et comment ça se passe? Oui, c'est un travail commun important. La préparation chez le vétérinaire, l'accompagnement chez le vétérinaire, on en entend parler à l'arrivée des propriétaires chez nous, chez Estima. Souvent, c'est vrai que, comme elle le disait, c'est un acte difficile à vivre. C'est pas forcément quelque chose auquel ils étaient préparés avant. Quand ils étaient préparés, quand ils le savaient, c'est souvent plus facile. Quand c'est arrivé subitement, quand c'est fait rapidement, les personnes ont tendance à s'en vouloir, à se poser encore des questions après, alors que quand c'est préparé en amont, ils sont beaucoup plus sereins, ils savaient à quoi s'attendre, ils savaient comment ça allait se préparer, et c'est vraiment important. On travaille en collaboration avec les vétérinaires, on n'est pas seul du tout. On est d'accord que vous, c'est un sujet sur lequel vous êtes sensible, mais les vétérinaires ne sont pas forcément totalement préparés sur le sujet de la mort finalement. Oui, complètement. Moi, je m'y suis intéressée, donc on a eu une phase vraiment de réflexion au sein de nos cliniques, mais c'est parce qu'on l'a bien voulu aussi. Aujourd'hui, je pense que certains vétérinaires se sentent aussi eux-mêmes démunis face aux euthanasies et aux fins de vie, parce que ça reste pas facile à gérer. Il y a énormément d'émotions dans ces moments-là. C'est quelque chose qui s'acquiert probablement, de savoir bien accompagner les propriétaires, les familles. J'ai tendance à dire même parfois que c'est des compétences
au même titre qu'on aurait des compétences en chirurgie ou en médecine interne. Mais il y a des structures qui accompagnent. Estima, par exemple, peut être une structure, entre autres, qui peut nous accompagner, ou en tout cas qui peut être une ressource pour les vétérinaires pour être accompagnés. Il y a d'autres structures qui mettent en place des formations. Il y a quelques petites choses qui sont faites aussi en école vétérinaire, mais tout ça, en effet, il faut le développer parce que c'est très important et ça conditionne beaucoup de choses derrière et même, encore une fois, dans le bien-être de l'équipe vétérinaire aussi. Ce que je voulais rajouter par rapport à ce que disait Sophie, c'est que l'euthanasie, c'est un moment très très dur où la perte, On a en effet les euthanasies qui peuvent se préparer sur des maladies sur le long terme ou au long cours. Et là où on peut prendre le temps de bien préparer, un accident, ça va être brutal et c'est plus compliqué. Mais en tout cas, d'un point de vue une euthanasie, ce que je dis souvent aux propriétaires d'animaux que je reçois, c'est que ça reste un acte d'amour en fait. D'accord ? Souvent c'est une... C'est ne pas faire souffrir l'animal inutilement. Oui, voilà. Et il faut le voir comme ça. Et je pense qu'il faut le garder comme ça. C'est que c'est un acte d'amour. C'est pas du tout un acte égoïste. Non. Et souvent, les gens se reprochent justement d'avoir été égoïstes, d'avoir attendu trop longtemps avant de faire cet acte-là. Ce que je leur dis souvent aussi, c'est qu'en fait, le moment, il est tellement difficile à choisir et que c'est pas un bon moment de choisir l'euthanasie. Que de toute façon, on se posera toujours la question de est-ce qu'on a attendu trop ou est-ce que justement on a précipité ce choix-là. Et en fait, c'est là où il faut bien s'entourer avec un vétérinaire de confiance qui lui aussi arrivera à juger en fonction de votre relation avec votre animal, de son mal-être physique, psychologique aussi. Un animal psychiquement peut souffrir de son état. Il y a aussi des questions qu'on peut poser de façon assez systématique pour juger comment est l'animal avec le propriétaire. Et en tout cas, une euthanasie sauf quand c'est un accident, n'est jamais une urgence non plus. Ça veut dire qu'on peut prendre le temps de réfléchir. On peut mettre le chien, s'il est trop en souffrance, en coma artificiel, le temps de faire un choix, de prendre cette décision. De préparer la famille aussi. Complètement. Monsieur Lefebvre, justement, vous êtes passé par ces phases-là avec deux de vos animaux et on parlait donc avec Marie et Sophie du premier accompagnement au moment où vos animaux sont partis. Comment ça s'est passé pour vous, que ce soit le dialogue avec le vétérinaire ou avec les pompes funèbres animalières ? Bien écoutez, donc c'est une dame qui vraiment, j'ai trouvé super au niveau de l'accompagnement. Bon, par contre, il est vrai que moi je culpabilise plus parce que même en étant préparé, bon, mon petit chien Domino, il avait 12 ans et bon, il souffrait d'une tumeur à la prostate et il a fallu prendre cette décision, mais moi, j'ai fait confiance à la professionnelle. Et je vous avoue qu'encore aujourd'hui, je culpabilise de l'avoir euthanasié, mais bon, j'ai fait confiance à la professionnelle. Et vous vous êtes senti bien accompagné quand même dans ce choix, mais c'est un choix de toute façon, quoi qu'il arrive, difficile ? Oui, non, absolument. Puis après, bon, j'ai pris contact avec Estima, et là, c'est pareil. Franchement, j'ai aucun reproche à faire ni à la vétérinaire ni aux pompes funèbres animalières. Et comment vous êtes fait guider justement sur les démarches à faire et le choix d'après l'euthanasie, parce que vous avez fait le choix de la crémation pour votre animal ? Oui. Comment vous êtes fait guider là-dessus sur ce choix-là ? Bien écoutez, j'avais le souvenir, comme je vous ai dit, c'est mon deuxième chien. La première fois, c'était il y a à peu près plus de 20 ans. Et je me souvenais d'avoir été moi-même emmener ma petite chienne du côté de Collery. Je savais plus trop exactement où c'était. Donc Madame m'avait fait signer un papier pour l'incinération. Et donc c'est elle qui s'occupait de tout. Je devais récupérer les cendres de Domino. Et le lendemain, en lisant bien les papiers, en regardant où ça se passait, je me suis remémoré que c'était le même endroit et que je pouvais moi-même amener mon chien. Et en prenant contact avec Estima, ils m'ont dit il n'y a pas de problème, malgré que j'avais réglé, si vous voulez, à la vétérinaire, j'avais réglé une partie de l'incinération, j'ai complété, enfin vraiment, j'ai aucun problème de ce côté-là. Et j'ai emmené moi-même mon chien et j'ai récupéré les cendres, j'ai attendu. Parce qu'avant de vous redonner la parole, Monsieur Lefebvre, justement, je veux voir avec Sophie, quelles sont les obligations légales justement au moment de la perte de l'animal ?
Alors, les obligations légales, en gros, on a la possibilité d'enterrer son animal dans son jardin, sous certaines conditions, à bien respecter, bien se renseigner en fonction de où on habite, de la région, du département, il y a des petites différences. On a la possibilité d'incinérer son animal, donc de venir en pompe funèbre animalière. Et donc là, il y a 3 services qui s'offrent à nous. Donc chez Estima, nous proposons le service funéraire privé. Donc c'est-à-dire que vous venez, vous avez un moment de recueil auprès de votre animal. Ensuite, on vous conduit dans un salon. Vous pouvez assister sur un écran de télévision au départ en crémation. Ensuite, on vous laisse vous recueillir. Vous avez accès au jardin du souvenir sur le site d'Estima. Vous avez la possibilité de rester dans le salon en famille. Vous pouvez ressortir du bâtiment, faire un tour en famille, revenir nous voir. Enfin, ce moment-là, les personnes le vivent vraiment comme elles ont envie, comme elles le ressentent, comme elles en ont besoin. La deuxième solution qu'on propose, c'est le service référence. Donc là, soit les personnes laissent leur animal chez leur vétérinaire et nous on va le chercher, soit ils nous conduisent leur animal chez Estima. L'animal part en crémation individuelle et il y a une restitution de cendres, mais on n'assiste pas au service funéraire sur place. On ne voit pas le départ en crémation. Donc ça, c'est le deuxième service. Et la troisième possibilité qui est offerte à eux, c'est la crémation plurielle. Donc c'est de laisser partir leur animal en crémation avec d'autres animaux de compagnie, sans possibilité de récupérer les cendres. Parce que tout le monde n'en ressent pas le besoin, tout le monde ne vit pas son deuil et la perte de son animal de la même façon. Certains ressentent le besoin de l'accompagner entièrement, de le voir partir, de récupérer les cendres sur place, d'être accompagné. Et voilà, c'est un service qu'on propose et qu'on peut gérer. Au-delà de tous ces champs, on va aussi parler tout à l'heure de ce qu'il ne faut pas faire. Je vais donner la parole à Marie sur on parlait d'obligations légales, là c'est un petit peu les choix, notamment de crémation ou non. Oui. Et il y a une déclaration à faire une fois que l'animal est décédé ? En effet, il y a quelques démarches administratives à faire et souvent elles sont opérées auprès du vétérinaire. Nous, on fait d'abord signer une fiche de consentement, en tout cas une fiche où le propriétaire nous autorise à pratiquer l'euthanasie. Il faut que l'animal n'ait pas mordu, griffé dans les 15 jours et même voyagé dans les 15 jours avant l'euthanasie, etc. Ça, c'est pour des réglementations liées à la rage. Et après, en fait, nous, on leur fait, si le choix est fait pour le devenir du corps d'être incinéré, donc sur une crémation, comme Sophie a expliqué, les 3 types de crémation possibles, nous, on fait signer, en fait, il y a toute une traçabilité, en fait, du corps, avec une identification du corps, de la housse mortuaire et en fait d'une fiche accompagnant, d'un feuillet accompagnant le corps de l'animal jusqu'à la société de crémation, qui est signé conjointement par la société de crémation, le propriétaire de l'animal et son vétérinaire. Et donc ça, c'est vraiment important et c'est une question qui est importante pour les propriétaires, d'être sûr qu'il y ait une traçabilité très forte au niveau du corps de leur animal. Donc ça, c'est des dispositions vraiment administratives. Après, si l'animal est identifié avec une puce électronique ou un tatouage, souvent c'est le vétérinaire qui s'engage à prévenir la société d'identification nationale des carnivores domestiques pour prévenir qu'en fait l'animal est décédé et que la puce n'a plus besoin de fonctionner. Et après, pour ajouter sur les contraintes un peu légales, donc ça c'est pour le côté crémation, il y a des gens qui veulent récupérer leur animal et l'enterrer. Alors il peut être enterré sur un terrain privé, et là c'est vrai qu'il faut faire attention, il faut notamment regarder les règlements sanitaires qui sont départementaux pour chaque département, parce qu'il y a quelques petites subtilités en fonction des départements, mais d'une manière générale quand même, il faut c'est sur un terrain privé appartenant à la famille, et il faut au moins 35 mètres de distance avec toute habitation, canalisation, point d'eau, des choses comme ça, et enterrer à 1 mètre de profondeur. Alors, je suis désolée, c'est assez technique. Ouais, c'est les règles de la ruralité, c'est ça oui, c'est l'article 98 des règlements sanitaires départementaux. Et voilà, enterrer, c'est surtout aussi pour que le corps ne soit pas déterré par des animaux sauvages. Ou peut-être domestique, mais voilà. Le corps peut être enterré dans un linceul, dans une housse mortuaire, c'est possible aussi, ou dans un cercueil, notamment en carton.
Il existe aussi des cimetières animaliers. Il n'y en a pas énormément en France, mais il y en a quelques-uns. C'est assez intéressant aussi de pouvoir enterrer son animal dans des cimetières animaliers, pouvoir régulièrement retourner sur la tombe de son animal. C'est la preuve que la prise de conscience avance sur justement l'importance de l'animal dans un foyer. Ça avance auprès des vétérinaires qui commencent à être préparés au sujet justement. Et... Je pense clairement que le lien homme-animal est en constante évolution et sur ces dernières années, ça se ressent de plus en plus avec des questions pas que liées aux animaux domestiques d'ailleurs, mais aussi aux animaux qu'on consomme, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais oui, je pense qu'aujourd'hui, les relations qu'on tisse avec nos animaux domestiques, et moi la première propriétaire d'animaux avant d'être vétérinaire, c'est des relations qui sont extrêmement importantes, pleines de douceur, d'amitié. Enfin, c'est des membres à part entière de nos familles en fait. Et c'est pour ça que je pense que de plus en plus, on a à cœur de bien les accompagner aussi sur leurs derniers instants. Et donc Julie, vous m'avez confié, avant qu'on enregistre ce podcast, avoir 3 papis à la maison, donc 3 animaux assez âgés. Vous n'avez jamais dû gérer, en tout cas en tant qu'adulte, le deuil, l'après, avec vos animaux. En entendant le récit de Monsieur Lefebvre et les différents témoignages aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez appris? Quelles sont les questions peut-être auxquelles on a pu répondre déjà? Alors c'est vrai qu'en tant que propriétaire, nos animaux sont en forme, c'est exactement ce qu'on a dit, on n'y pense pas en fait. On voit le côté positif, membre de la famille, mais c'est vrai que le après, c'est une question qui se prépare. Alors autant personnel, je trouve que en famille, c'est important aussi bien pour soi que de préparer quand on a des enfants, parce que c'est un membre à part de la famille. Et je trouve que ces décisions se prennent collectivement et on n'est pas toujours au courant de ce qui est possible de faire. Vous avez des enfants aussi? C'est ça, j'ai 3 enfants, 10 ans, 8 ans et 2 ans, donc ils n'ont pas la même façon non plus d'appréhender les choses. Mais c'est un grand sujet. Vous leur en parlez déjà ou... Alors on commence justement. On a un chien de 13 ans et un chien de 12 ans. Et on commence à remarquer des signes un petit peu de baisse, on va dire, de forme. Et c'est vrai que c'est une question qu'on commence à se poser depuis quelques mois. Comment bien les préparer? Comment faire après aussi dans tous les sens du terme. Et du coup, je suis ravie d'être ici et d'écouter justement les différentes possibilités qu'on peut avoir. Alors Marie? Oui, je disais, c'est une grande question, les enfants. Et je pense qu'en effet, il faut les préparer à ça. Et c'est pareil, en fait, il peut y avoir quelques petites choses qui peuvent être faites sur l'avant, même venir rencontrer en fait les vétérinaires avant pour en discuter, et aussi pour le après. Il y a beaucoup de rituels qui peuvent être mis en place pour les enfants. Mettre une petite bougie tous les soirs pour se souvenir de son chien qui est décédé, préparer aussi des dessins, pareil, je parlais de la housse, on peut préparer des dessins qu'on glisse avec l'animal dans la housse. Des empreintes aussi Alors ça, oui, nous on propose ça aussi, en fait, de faire des empreintes de la truffe ou de la patte de l'animal qu'on peut remettre, et ça plaît souvent aux enfants, mais aux adultes aussi d'ailleurs, mais voilà, de garder un petit peu un peu de poil dans un petit récipient aussi. Et après, vraiment d'en parler, c'est très important. Il y a des petits livres qui existent aussi, des livrets d'activités autour du deuil animalier pour les enfants. Donc vraiment, il commence à avoir aussi des supports qui se créent autour de ça. Et voilà, mais en parler c'est important, et pourquoi pas même participer et venir participer en fonction de l'âge, mais même tout petit, aux euthanasies, c'est possible à partir du moment où pareil l'équipe vétérinaire accompagne bien, explique bien les choses, etc. Et est-ce que éventuellement, Julie, vous avez des questions? Non, mais je suis vraiment contente de pouvoir entendre les différents témoignages, parce que c'est vrai que, comme je disais juste avant, on est vite démunis. C'est des questions qu'on se pose, pour ma part, en voyant le chien perdre un petit peu la santé petit à petit. Et on ne sait pas forcément où regarder, parce que certains professionnels en parlent, d'autres professionnels n'en parlent pas. C'est encore un sujet qui est fort tabou de nos jours. Et c'est vrai que du coup, je trouve ça super important d'avoir des réponses pour bien préparer tout ça. On aura l'occasion de continuer à évoquer le sujet. On va passer à notre deuxième partie. On l'a déjà touché du doigt, abordé les différentes solutions funéraires qui existent. Je vais redonner la parole à Sophie, justement. On a évoqué beaucoup la crémation. Il y a aussi la possibilité d'enterrer son animal. Donc c'est quoi les différentes solutions qui existent, et surtout
qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire en tant que propriétaire d'animal ? Alors oui, les solutions qui existent, c'est celles que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc les services funéraires animaliers Estima proposent les trois services funéraires d'incinération, de crémation. Donc le privé, le référence et le pluriel. On a également un cimetière animalier virtuel. Donc il suffit d'aller sur Internet, sur Animorial. On peut créer une page pour son animal, on peut lui écrire. Je pensais aux enfants, comme l'a évoqué tout à l'heure Julie. Donc ça permet aussi aux enfants ou aux familles de leur laisser des mots, de leur laisser des photos. On peut leur offrir des fleurs virtuelles, des bougies. On peut leur souhaiter leurs anniversaires, leur Noël. On peut vraiment tout faire sur Animorial. On distribue également chez nous aux enfants des petits livrets. On a des petits livrets pour accompagner les enfants de 2 à 7 ans, pour leur expliquer le départ de leur animal, pour leur expliquer après, pour leur expliquer avec des mots d'enfant et simplement ce qu'ils sont en train de vivre et puis comment bien l'aborder. Après, ce qu'il ne faut pas faire, tout simplement, il ne faut pas enfreindre les lois françaises, donc il faut respecter vraiment toutes les démarches administratives à compléter, donc que ce soit remplir la convention tripartite avec le vétérinaire, la société de pompes funèbres animalières et le propriétaire. Il faut bien que les 3 personnes s'engagent et signent pour avoir une vraie traçabilité, un vrai document officiel et puis que les choses soient faites correctement. Respecter les conditions pour si on choisit d'enterrer son animal dans son terrain privé. Bien prévenir l'ICAD, donc soit par le biais de son vétérinaire, soit soi-même directement avec les coordonnées de l'ICAD pour annoncer le décès de son animal. Donc nous on fournit aussi un certificat de crémation, donc qui peut justifier du décès aussi. Donc oui, c'est surtout ça, c'est respecter les lois, respecter ce qu'on nous indique chez le vétérinaire, ce qu'on nous indique chez nous. Enfin. Au final, je dirais qu'il y a moins de contraintes que chez l'homme pour l'animal. Il faut en effet enterrer. Finalement, l'inhumation et la crémation, c'est les options les plus classiques et celles qui sont prises par une majorité des propriétaires. Évidemment, il faut pas laisser un corps sur la voie publique ou non enterré, ça, on est d'accord. Mais au final, c'est quand même un peu moins réglementé, dans le sens aussi où c'est plus rare, mais il arrive qu'il y ait des gens qui veulent empailler leur animal, donc ça existe aussi. C'est pas très fréquent non plus, mais il y a des gens peuvent prendre dans un petit reliquaire quelques cendres de leur animal pour être enterrés eux-mêmes avec un petit reliquaire, peut-être pas une urne complète, mais un petit reliquaire. Ça peut être fait aussi. Donc voilà, je dirais que il y a des règles et des règlements, mais que ça reste assez souple quand même aujourd'hui. Monsieur Lefebvre ? Alors justement, moi ce qui m'a réconforté, c'est le fait justement, c'est qu'on amène l'animal à la hauteur de l'être humain quand on passe par une société. C'est sûr, comme vous le dites, il y a des gens qui vont aller jeter leur animal mort dans les bois, comme on le fait, on voit beaucoup de choses aujourd'hui. Ouais. Et là, au moins, on ramène l'animal à hauteur de l'être humain, quoi. On disait tout à l'heure, on commence à prendre conscience de l'importance qu'a l'animal dans le foyer, donc l'importance du deuil. Moi, c'est ce que j'ai ressenti toujours. Et ça vous a aidé justement à... Absolument, à faire comprendre qu'effectivement l'animal était important parce qu'on se retrouve avec les personnes qui en ont conscience. C'est un membre de la famille. Et on va justement discuter autour des choix qui ont été faits par vous, Monsieur Lefebvre. Avant ça, je vais poser la question à Marie, également à Sophie. Marie, d'abord, par rapport au choix, soit de crémation, d'enterrer ou les autres propositions qui ont été évoquées, est-ce qu'il y a un moyen d'orienter justement la famille qui arrive avec son animal ? Est-ce que ça peut aider au deuil de choisir la solution avec eux ? Comment ça se passe, Marie ? Oui, clairement, le devenir du corps, c'est une des questions qu'il faut aborder en amont ou au plus tard, en effet, le jour du décès. Mais oui, c'est quelque chose qui doit être discuté. Alors souvent, les gens discutent même au sein de leur famille. C'est un choix qu'il faut prendre à plusieurs, même pourquoi pas avec les enfants. Ça dépend de notre mode de vie, de comment on voit les choses, en effet. Mais en tout cas, moi, ce que je pense, c'est qu'en effet, d'engager soit une cérémonie sur
place dans le centre de crémation avec des gens qui nous accompagnent, c'est le top. Mais aussi créer des petites cérémonies chez soi, ça peut vraiment aider à la mise en place du deuil qui passe par plusieurs phases, exactement comme on fait un deuil pour un être humain. C'est les mêmes phases de deuil, avec des phases de colère, de résignation, enfin voilà, et de tristesse. Et c'est important de le dire parce que dans la société, on a tendance à sous-estimer la perte d'un animal. On peut entendre, je sais dans des discussions qu'on a pu avoir, des amis dire tu vas pas non plus être malheureux aussi longtemps pour un chien. Enfin, alors que non, effectivement, c'est les mêmes phases de deuil. Et c'est ça qui est difficile parce que souvent le propriétaire ou la famille se sentent seuls face à cette tristesse qui est incomprise par des gens qui n'auraient pas d'animaux de compagnie, par exemple. Et voilà, après, il existe sur Internet, c'est ça qui est génial avec Internet quand même de nos jours, c'est qu'il y a aussi des forums de discussion, il y a vraiment des gens qui peuvent accompagner. Et, des podcasts même. Mais oui, voilà. et savoir voilà, se rapprocher des gens qui sont bienveillants de ce point de vue-là, c'est hyper important parce que on a vite presque honte de sa tristesse, alors que, encore une fois, moi je le répète, c'est tout à fait normal. Et moi je rassure les gens. Il y a des gens qui souvent, lors des euthanasies, notamment les messieurs, qui me disent « je suis désolée, je suis un peu émotif », et je leur dis « mais bien sûr, mais au contraire, mais enfin, je serais presque déçue. » Enfin, moi, des gens qui arrivent avec zéro émotion le jour de l'euthanasie de leurs animaux, moi-même j'ai du mal à comprendre, quoi, d'accord ? Donc c'est au contraire. C'est la rançon d'avoir aimé. Finalement. Mais oui. Exactement. Tout ça, pour moi, après, c'est peut-être choquant de dire amour, mais je pense que c'est vraiment un mot qui est important dans ces prises en charge aussi. Je vais poser la même question à Sophie. Du coup, j'imagine que parfois, des personnes arrivent, des familles ou des propriétaires d'animaux, sans savoir exactement la solution qu'ils vont choisir pour l'après, pour leur animal. Comment vous les orientez ? Ben, tout à fait. On a des personnes qui viennent se renseigner avant, savoir exactement ce qu'on propose, comment ça se passe, comment ils doivent faire. Donc, si c'est à moi qu'ils ont affaire ou à mes collègues, c'est pareil. On leur explique qu'ils peuvent passer par leur vétérinaire ou passer par nous directement. On les informe des services qu'on propose. On répond à leurs questions, à leurs interrogations. On leur explique qu'on peut garder le corps de leur animal également chez nous, qu'ils ont la possibilité, si ça reste un délai très court, de le garder chez eux, de nous le déposer en dernière minute. Toutes les solutions existantes. Et c'est vrai qu'on a aussi, comme vous le disiez, beaucoup de monde qui se dit écoutez, moi je me sens seul, j'ai personne à qui en parler. Certaines personnes à qui ils ont osé en parler leur ont dit qu'ils étaient un peu ridicules. On leur répond que non, pas du tout, quoi. C'est quelque chose de courant qu'on voit tous les jours et je pense que oui, ce sont des gens qui n'ont pas d'animaux, qui ne savent pas exactement ce qu'on ressent avec un animal qu'on a gardé toute une vie, ou même si c'est moins longtemps. On a un attachement affectif fort avec son animal, et je pense que lui faire un vrai au revoir lors d'une cérémonie, c'est apaisant pour tout le monde. C'est difficile à faire, c'est difficile à envisager quand on doit l'envisager que nos animaux sont encore là, mais je pense que c'est une étape qui apaise beaucoup de gens et où ils se disent, voilà, je lui ai vraiment dit au revoir, je l'accompagnais jusqu'au bout. J'ai pu le revoir dans un moment serein, tranquille, entouré, où ils peuvent s'exprimer aussi, nous parler de leur animal, nous expliquer la vie qu'ils ont eue avec, le faire revivre en quelque sorte par leurs souvenirs et par leurs explications. Moi, j'ai reçu Monsieur Lefebvre récemment. Il est venu chez nous pour la cérémonie de Domino. Voilà, j'ai partagé un moment privilégié avec lui où on a pu échanger à son sujet, et j'ai l'impression de connaître un petit peu sa vie alors que je connaissais pas Domino. C'est des moments importants dans la vie des personnes et des familles. Ouais, la valeur affective, sociale et émotive liée à ça fait partie de votre métier, de toute façon. Voilà. Et la peur d'être seul ou ridicule ne doit pas freiner sur au moins le questionnement et venir se renseigner, poser la question à son vétérinaire, téléphoner au service qui existe. Faut oser le faire. Et Monsieur Lefebvre, justement, ça me fait une transition parfaite. Alors, on va évoquer ce moment qui n'est pas un moment heureux. Vous m'avez parlé justement du fait que vous étiez démunis à ce moment-là pour faire le choix. Comment, justement, avez-vous choisi, donc on rappelle, vous avez choisi la crémation pour votre animal. Mais écoutez, c'est le deuxième animal, le deuxième petit chien que je perdais. La première fois, c'était déjà également une crémation. Donc, de toute façon, il n'y avait aucun doute possible. Tout à l'heure, je disais qu'on ramène l'animal à hauteur de l'être humain. Pour tout vous dire, c'est mon choix pour moi personnellement, et je veux
Enfin, j'ai un contre-obsèque où j'ai stipulé que je veux que les cendres de Domino soient avec les miennes. Ouais. On en a parlé justement avec Marie, que c'était une possibilité. Peut-être un peu... Non, pas du tout, justement. C'est ce qu'on évoquait. C'est de dire que c'est des choix quelque part à assumer et il vous a accompagné durant votre vie, qu'il vous accompagne après. Moi, ça me paraît très logique d'un point de vue extérieur. C'est mon compagnon. Voilà. Et du coup, c'est en ça que le choix de la crémation était une évidence. Absolument. C'est pour que finalement, ils finissent de la même manière que vous. Voilà. Et donc ça, c'est vos raisons. Et ça veut dire que vous l'aviez choisi... Bon, vous l'avez déjà vécu il y a une vingtaine d'années avec votre premier animal. Du coup, vous avez choisi longtemps à l'avance Ah oui, c'était... Moi, de toute façon, c'est la meilleure des solutions. Après, ça n'engage que moi, ce que je vais dire. Mais même pour l'être humain, je me dis que c'est mon choix. C'est mon opinion. Et pour votre premier animal, vous aviez fait le choix comment ? Par conseil du vétérinaire à l'époque. C'était du côté de Reims. J'étais dans la Marne à l'époque. Et c'est mon vétérinaire qui m'avait conseillé... et puis qui m'avait envoyé donc à l'époque vers des pompes funèbres animales. Tout à fait, oui, le même endroit. Marie, on parle de vétérinaire qui conseille. Vous avez souvent une solution que vous conseillez plus qu'une autre, ou ça dépend vraiment de chacun des propriétaires d'animaux que vous croisez ? Ah oui, moi par contre, je propose chacune des solutions sans donner d'avis. Je pense que toutes les solutions sont réglementaires et sont bonnes. Voilà. Par contre, toutes les propositions sont énumérées aux familles et après elles font leur choix. Et encore une fois, c'est pareil, je pense que comme Monsieur Lefebvre disait, quand on est le jour de l'euthanasie, il y a énormément d'émotions qui se bousculent, les gens pleurent, c'est difficile. Donc si on peut avoir fait ces explications avant et que les gens aient pu y réfléchir en amont, c'est plus facile aussi que de choisir rapidement ce jour-là, même si en effet l'exemple de Monsieur Lefebvre montre qu'on peut réadapter ensuite le temps. En fait, il y a un petit laps de temps pendant que le corps est conservé avant le transfert avec les pompes funèbres. On peut revenir sur ces décisions aussi, voilà. Mais si ça peut être réfléchi avant, c'est l'idéal. Julie, justement, on parle de réfléchir avant. Est-ce que pour vos animaux, vous y avez déjà réfléchi ? Alors, comme j'expliquais il y a quelques temps, non, on n'y pensait pas parce qu'on n'est pas dans cette optique de perdre un membre de notre famille avant, en quelque sorte. Et là, on a la chance que ils sont toujours là. Et voilà, là, on commence à y réfléchir, on commence à peser un petit peu toutes les options. Et on veut vraiment que ce soit quelque chose de bien fait parce que c'est quand même un membre de la famille. Il y a, voilà, comme je disais, notre ressenti, celui des enfants. Et il faut qu'on prenne bien tout en part. D'avoir la petite cérémonie, comme on disait, je trouve que c'est très important pour pouvoir mettre un petit peu... J'ai envie de dire un point final à cette jolie aventure. Et puis s'engager. En fait, c'est le fait que la famille entière s'engage. C'est ça. Et qu'on n'ait pas juste été observateur, mais qu'on est acteur de cette fin de vie. Et je pense que ça change beaucoup de choses aussi. Oui. De faire le choix, d'être allé jusqu'aux pompes funèbres, à accompagner son animal lors d'une cérémonie, ou de mettre en place des petits rituels à la maison pour le au revoir. Tout ça, je pense que c'est encore un don envers son animal et c'est important. C'est ça, l'accompagner jusqu'au bout. Monsieur Lefebvre, oui, si je peux me permettre, moi, le jour de l'euthanasie, il était sur mes genoux. Bon, comme m'a expliqué, on lui fait une première injection comme s'il allait être opéré, puis après, Et je suis parti, une fois, j'avais l'impression d'avoir abandonné mon chien. Ouais. Et... Je pense que c'est souvent le cas. Enfin, on parle avec Marie. Parce que je l'ai laissé chez la vétérinaire. Et donc, après contact, j'avais 2 semaines de délai pour venir chez Estima. Et quand je suis allé récupérer mon chien, et je l'ai accompagné jusqu'au bout, puis encore une fois, je remercie parce que le mettre dans un petit cercueil en carton avec un petit oreiller, puis les soins que vous lui avez faits, franchement, puis me laisser un quart d'heure avec lui à discuter, c'était vraiment... Et là, j'ai accompagné mon chien, et une image qui me reste, donc je suis allé dans le salon avec l'écran de télé pour voir quand il... Et le monsieur, j'ai juste vu ses mains, il lui a fait 2 caresses avant de pousser le cercueil, et ça m'a touché, vous pouvez pas savoir. Ouais. C'est pas... Voilà. Alors que, après c'est tout, c'est ce que j'ai ressenti. Franchement, ça a été... Et j'ai accompagné mon chien jusqu'au bout. C'est moi qui l'ai amené, en plus, je l'ai amené j'étais le récupérer chez la vétérinaire, je l'ai amené. Et ensuite, je suis reparti avec lui, et là, il est dans son panier, avec ses anciens papiers. Voilà.
Oui, mais c'est effectivement, on parle de l'impression d'avoir abandonné son animal. Avec Marie, on l'abordait, ce côté, on a pris une décision qu'on peut penser égoïste, ou en tout cas d'être la mauvaise décision. On va parler avec vous, Sophie, de ça, des petits gestes qui peuvent être faits comme ça. Vous avez d'autres exemples de petits gestes qui peuvent aider à poursuivre cet accompagnement vers le début du deuil? Bah oui, tout à fait. On a des personnes qui laissent des petits jouets, les friandises préférées de leur animal, qui écrivent des mots aussi, comme disait Marie. On peut écrire des mots sur le cercueil, on peut prendre quelques poils, et puis nous, on a des petites enveloppes exprès avec des petites pattes. On a la possibilité de faire des empreintes également. On a la possibilité d'avoir un reliquaire qu'on peut garder toujours sur soi avec un petit peu de cendre. On a des bijoux cinéraires également, où on peut avoir un petit peu de cendre autour de son cou, dans son poignet, pour justement l'avoir tout le temps près de soi. Il y a pas mal de gestes qu'on peut faire. On peut lui laisser des photos. On peut faire énormément de choses. Après, vraiment, le sentiment que j'ai, c'est que oui, quand on va chez Estima, quand on va chez son vétérinaire et que c'est le moment de fin de vie de son animal, c'est un moment triste, c'est un moment difficile. Voilà, nous, on propose tout ce qu'on a, tout ce qu'il est possible de faire, tout ce qu'il est envisageable. Après, les gens décident en fonction de leurs ressentis, de leurs besoins, de leurs habitudes de vie, de leur famille, de leur entourage, de plein de choses. Et il y a rien d'imposé. Et faut vraiment que les choix soient décidés, soient réfléchis. Et en général, quand c'est réfléchi et qu'ils ont eu toutes les cartes en main, si je puis dire, à la fin, les familles sortent apaisées et ont fait un vrai travail de deuil, comme pour un humain. Marie, vous vouliez ajouter? Oui, je voulais ajouter aussi que souvent, en fait, ce qui peut être compliqué aussi, c'est qu'une fois que le décès est arrivé, que toutes les démarches ont été faites, que la crémation s'est déroulée, etc., que les gens aient récupéré les cendres, des fois on a l'impression de plus être accompagné. Ouais. Et il faut vraiment penser aussi qu'il faut, enfin en tout cas nous on est ouvert, on dit aux gens n'hésitez pas, si dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, il y a des choses qui vont pas, vous avez besoin de rediscuter de choses, même sur ce qui s'est passé chez nous ou ailleurs, ou que il faut pas hésiter à nouveau à revenir vers son vétérinaire, revenir vers les pompes funèbres, aller sur des forums, etc. pour en rediscuter. Et le suivi, l'accompagnement ne s'arrête pas après la restitution des cendres, quoi. Et ça, je pense que c'est important aussi de le dire et de rassurer de ce point de vue-là. Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Et nous, on a le jardin du souvenir qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On a un mur à disposition où les personnes peuvent déposer des fleurs, des plaques. On met des petits papillons, ils peuvent écrire des messages. Ça symbolise l'envolée de leurs pensées vers leurs animaux. C'est un jardin très apaisant où on voit des petits animaux se promener. On a des lapins, des canards, des choses comme ça. C'est vraiment agréable pour les familles, pour les gens qui viennent. Effectivement, on est là, quoi. On a un site internet également. On a, comme je parlais tout à l'heure, on a le cimetière virtuel où on peut laisser des messages. On répond aux mails des personnes qui ont des choses encore à nous dire ou à nous demander. On répond aux interrogations sur place, quelles qu'elles soient. Faut pas hésiter, quoi. Mais l'idée, justement, est de pas laisser le propriétaire d'animal dans l'abandon. Marie, vous voulez rajouter? Oui. Oui, je voulais juste dire que le seul petit hic à tout ça, c'est que il y a les pompes funèbres animalières sont quand même assez bien réparties sur le territoire français, mais ça peut quand même arriver que en fonction d'où on habite, ça soit pas tout près de chez nous non plus. C'est ça. Donc voilà, donc ça c'est le... À l'inverse des cimetières pour les... Ah, les cimetières, il y en a encore... des cimetières pour les humains, vous voulez dire? Oui, il y en a beaucoup. Oui, bien sûr. Les cimetières animaliers, il y en a peut-être encore moins en France. Mais voilà, donc c'est ça qui est peut-être un petit peu plus compliqué à gérer. Et en effet, il faut se renseigner par rapport à là où on habite. Et justement, Julie, par rapport à l'accompagnement, qu'est-ce que vous attendez, que ce soit des services de pompes funèbres ou alors des vétérinaires, sur l'accompagnement, peut-être une implication de vos enfants, des explications auprès de vos enfants? Qu'est-ce que vous attendez? Alors, ça serait un accompagnement, justement, parce que comme on connaît pas tous, c'est vrai que c'est important d'avoir peut-être les bons mots, d'aider à l'accompagnement, pourquoi pas des conseils justement par rapport aux enfants, aussi des conseils par rapport au déroulement des cérémonies, parce qu'on n'est pas forcément au courant de comment ça se passe et ça peut faire peur sur plein de domaines différents. Tout à fait. Et vous pouvez venir voir, visiter, voir avant. Comme ça peut aider aussi à savoir si vous venez avec les enfants, si vous venez sans eux. Ça. Les parents sont les mieux placés pour savoir, pour connaître leurs enfants et savoir s'ils vont être apaisés dans ce lieu ou pas. C'est une visite est tout à fait possible avant, c'est sans aucun souci. On va rapidement, avant de nous quitter, faire une ouverture sur ce sujet, justement, parce qu'on parle de répondre à des interrogations auprès des propriétaires d'animaux et des familles.
À vos yeux, comment est-ce qu'on peut rendre ce sujet moins tabou ? En continuant d'en parler. Oui, c'est ça. Et moi, en tant que vétérinaire, je dirais, là, si je parle vraiment à mes confrères et mes consoeurs directement, c'est de pas hésiter à en parler aux familles et aux propriétaires. Je pense qu'il y a de la peur aussi de la part des vétérinaires parfois, parce que ça engage des émotions, et qui sont parfois difficiles à gérer pour les vétérinaires eux-mêmes. Hein. Donc voilà, ne pas hésiter à se former en tant que vétérinaire, se rapprocher. Il y a des centres de formation pour sur l'apport psychologique, l'apport psychologique, oui, pour savoir accompagner. Je souhaite qu'il y ait des ouvertures aussi dans les écoles vétérinaires avec plus même pourquoi pas inclus dans le cursus. Hein. Il y a quelques petites choses qui sont faites. Hein. Les étudiants là aujourd'hui peuvent être mis dans des situations où même aujourd'hui, je sais plus comment ça s'appelle, mais où les étudiants on les met en situation en fait de gérer ce type de consultation. Mais donc il faut vraiment que ça soit développé pour que les vétérinaires soient de plus en plus à l'aise, je dirais, et accompagnent surtout de mieux en mieux. Et ça, il y a un effort à faire, il est certain. Hein. Encore une fois, j'ai déjà dit, plus il sera fait, et en fait, plus ça sera bénéfique pour tout le monde, en fait. Et après, au sein des structures, tout se réfléchit, en fait. Dès l'accueil de l'animal fatigué, vieillissant, voire mourant, pour bien l'accompagner sur des tapis anti-escar, qu'il n'y ait pas trop d'attente. Enfin, voilà, tout ça, il y a plein de choses qui peuvent être réfléchies, même au sein des cliniques, avec une salle dédiée pour les euthanasies, parce que des fois, c'est très difficile pour les propriétaires de retourner dans la salle de consultation où ils ont aidé leur animal à mourir avec un autre chiot qu'ils vont acheter ou récupérer plus tard, ou un chaton. Donc tout ça, c'est des choses qui se réfléchissent même au sein des structures, je dirais presque même jusqu'à la construction d'une nouvelle structure vétérinaire. Donc voilà, il y a un gros travail qui est à faire chez les vétérinaires, moi j'en suis bien consciente, mais voilà, il y a de plus en plus de vétérinaires qui s'y engagent, et voilà, tous mes confrères, mes consoeurs, allez-y, et c'est bénéfique. Et même d'un point de vue très personnel, en tant que praticien, moi, j'en ressors beaucoup plus grandi et beaucoup plus apaisé par rapport à ces actes d'euthanasie. Je vous assure, ça va peut-être être choquant, mais il y a plein de consultations d'euthanasie. À la fin, j'ai trouvé que c'était des moments qui étaient beaux, qui étaient sereins. Et ça, on a tout gagné, quoi. Et en effet, les gens nous remercient, en fait. Julie parlait de la fin d'une chouette expérience, finalement, parce que tout le reste n'est que du bonheur. Tout l'avant. Par rapport à la volonté de démocratiser le sujet, Monsieur Lefebvre, justement, vous qui êtes passé par là, est-ce que vous en parlez autour de vous, de cette expérience ? Ah oui, absolument. J'ai même diffusé sur Facebook un commentaire par rapport à ce que j'ai vécu. Mais moi, ce que je voudrais dire par rapport à la crémation, quand on est pour perdre un animal, on sait qu'on peut pratiquer une crémation, mais par contre, on nous dit moins qu'on peut aller justement aux pompes funèbres animalières, vivre ce que j'ai vécu. Parce que bon, là, bien souvent, les gens, la crémation, son chien, il est décédé, et puis on va récupérer les cendres. Mais passer par où je suis passé chez Estima, là, je vous assure que c'est vraiment réconfortant pour les maîtres. Hein. Ça, je le conseille énormément. D'aller jusqu'au bout de la démarche. Puis c'est des services qui sont assez récents, ou en tout cas, qui se développent de plus en plus. Et on a une demande de plus en plus grande, oui. Donc ça va dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure. La mentalité des gens évolue, l'affect avec leurs animaux de compagnie évolue dans le bon sens, et on s'en rend compte aussi nous parce qu'on a une demande grandissante, on a des demandes particulières aussi qui arrivent de plus en plus, et oui, c'est un service, je pense, qui doit être grandement développé encore. Oui, et qui est un peu mal connu en effet. Et qui est mal connu, tout à fait, et qui fait peut-être un peu peur quand on connaît pas. C'est peut-être inquiétant. Comment on va être reçu? À quoi ça va ressembler? Est-ce que c'est pas sinistre? On a énormément de questions de personnes qui arrivent, qui se disent à quoi ça va ressembler. Et finalement, c'est assez proche d'un service funéraire humain. On essaye d'être aussi respectueux, aussi proche, de répondre aux attentes, et puis que les gens ressortent apaisés. Tout simplement. Parce que c'est encore tabou de se dire, est-ce que je peux donner jusque-là à mon chien? Est-ce que je peux me permettre ça? Et donc, il y a des gens qui, je pense, d'un point
par rapport au regard des autres, peut-être s'interdisent d'aller jusqu'à des cérémonies sur place, etc. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut en parler et après les gens se font leur idée et voient si ça leur plairait ou pas. Oui, parce que moi je me base sur l'âge de mes enfants, il y a 20 ou 25 ans ça existait déjà, c'est à peu près le nombre d'années que j'ai... Nous on est ouvert depuis 1995. Oui, c'est ça, et entre mon premier chien et puis, j'ai jamais entendu parler de vous, hein. Les gens ne connaissent pas. Hein. Oui, c'est ça. C'est aussi pour ça qu'on fait ce genre d'émission, parce que c'est important de lever le moindre tabou qu'il pourrait y avoir, parce que le rapport que vous avez avec votre animal vous appartient aussi, c'est le vôtre, et donc il faut aller jusqu'au bout de la démarche et ne rien trouver ridicule dans l'amour que vous pouvez porter à votre animal. Merci à tous d'être intervenus sur ce sujet, la mort de l'animal, comment bien s'organiser. On espère qu'on a répondu à un maximum de questions. En tout cas, on peut, quoi qu'il arrive, vous conseiller d'en parler autour de vous, que ce soit à votre vétérinaire ou justement aux pompes funèbres animales. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Estima, www.estima.fr. Merci à tous et bonne journée. À la mort de son animal, comment s'organiser ? Un podcast proposé par Estima, pompe funèbre animalière.